Le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux, lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières qui battent comme les fleurs battent au vent d'aimant. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que, lentes et meuglant, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne. J'étais attentive en lisant à un enjambement du vers 4 au vers 5. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, et après on a il fleurit. Donc on a le groupe verbal qui est rejeté en fin de... Enfin, qui est rejeté au vers suivant, donc, au vers 5. Alors que le sujet, tout le groupe sujet, c'est-à-dire le syntagme, la chef de groupe et la position, le colchique, couleur de cerne et de lilas, enfin plutôt c'est pas vraiment une position, c'est plutôt une sorte de complément, disons. Et ensuite seulement arrive le groupe verbal, il fleurit. C'est vraiment abrupt comme rejet. Je suis toujours, comme enjambement, je suis toujours très attentive, mais je me laisse quand même une fois sur deux avoir. C'est drôle, hein? Sans doute parce que le vers, en fait, est assez long, le colchique couleur de cerne et de lilas. Et c'est vrai que là, quand on est encore sur des alexandrins, on n'a pas encore repris notre souffle pour arriver au vers numéro 5. Voilà, c'est ce que je regardais. Ce poème a été peu choisi par les élèves. Julie l'a choisi, ainsi que Julie dans classe de première 7, je veux dire. Et ensuite, j'en ai rediscuté avec Romane. Et c'est très drôle parce que il m'a envoyé un petit travail oral supplémentaire sur ce texte, où il était question de ce texte. Et Romane, c'est assez drôle, en vient à poser la question. Alors, on a un échange qui est plus ou moins achevé à ce sujet parce que il nous dit d'un côté que le poète déverse sa haine, ce qui est peut-être un peu excessif, et que de l'autre, il nous dit que ce poème est tout entier dédié à l'amour perdu pour Annie Pléden. Bon. Et ce point de départ paradoxal me plaît beaucoup parce que comment peut-on vouloir faire revenir quelqu'un qu'on n'aime pas ou même qu'on déteste, selon les termes de Romane? C'est le verbe haïr même qu'il avait employé. Ce paradoxe m'avait beaucoup plu. Bon, on va remonter ce fil, ce paradoxe, et se poser aussi la question du véritable enjeu de ce poème. Et ça n'est pas si simple, parce que moi-même, j'hésite. Et par moments, bien sûr, on est tenté de se dire, l'enjeu, c'est la modernité. L'enjeu, c'est la préservation de la poésie. Même si les amours disparaissent, les poèmes s'affirment. L'enjeu, c'est l'enjeu d'une esthétique. Bon, bref, il y a plein de raisons d'affirmer tout ça dans ces 15 vers. Peut-être que l'enjeu est aussi, effectivement, de ressasser un amour perdu. Est-ce que ressasser, ça veut dire vouloir faire revenir? C'est tout le problème du pont Mirabeau aussi. C'est pas parce qu'on est dans la rengaine et le ronron qu'on a forcément envie de faire revenir l'autre, hein. On a plutôt envie que le trauma, disons, envahisse notre cerveau et on est peut-être autocomplaisant, enfin complaisant dans sa propre plainte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aimerait que l'autre surgisse. Bon, ressurgisse. C'est tout ça qui nous intéresse. Très difficile de s'attaquer à ce poème qui est tellement commenté, tellement lu, tellement connu. Et c'est vrai, sans doute, il a quelque chose d'atypique, même si dans notre recueil, les poèmes atypiques ne manquent pas. L'adieu est un quintil très bref. La lune mélifluente là, de Clair de Lune est aussi un poème bref. Euh, qui tient en une strophe finalement.
Et puis Chantre, le cas le plus manifeste, c'est qu'à Vendémiaire, le voyageur zone ces très longs poèmes dilatés, ces longues déambulations, s'oppose à un monostiche. Donc, bon, les formes atypiques et les dilatations de format, on est habitué en vérité dans Alcool. Ici, on est presque soulagé déjà d'avoir des strophes et des vers. Bon, évidemment, on remarque de loin qu'il y a une réduction. C'est assez net, puisque nous avons euh, euh, les trois, successivement, hein, les trois strophes en nombre impair, c'est-à-dire 7, 5, 3, qui de loin dressent le portrait, effectivement, d'une réduction, d'une atrophie. C'est l'histoire d'une atrophie, en apparence, ce poème. Ça, c'est très, très frappant quand on regarde le poème. L'impression qu'il se replie. Que nous disent les élèves souvent qu'il y a l'automne, évidemment, qu'on voit beaucoup chez Apollinaire, notamment Automne et Automne malade, vieux motifs symbolistes, et puis de manière générale, même hugolien, parce que la poésie s'est depuis longtemps emparée de cette métaphore filée qu'on comprend très bien, cette analogie, cette image, où la fin d'un amour, la fin d'un... C'est le crépuscule ou c'est l'automne, on a bien compris, c'était la fin de quelque chose. Bon, très bien. Alors un élève aujourd'hui m'a encore dit qu'il y avait quand même quelque chose, là aussi, d'original. Comment s'appelait cet enfant? C'est peut-être Bastien, c'est peut-être Nicolas. Je ne sais plus qui est cet enfant qui était dans la rangée centrale de 107. Ce jeune homme qui me dit que quand même, peut-être c'est Mathis, je ne sais pas, les vaches, c'est pas terrible, quoi. C'est pas très, très... On a effectivement, bon, les oiseaux, à la limite, le moineau, le passereau, ça marche dans l'imaginaire poétique des élégies. On a peut-être des aigles plus hugoliens ou quelques fauves ou quelques félins chez les Parnassiens. Mais le bovin, c'est pas non plus effectivement un motif, à part peut-être dans les géorgiques, mais à part ça, bon, c'est pas le grand motif poétique par excellence. D'accord, très bien. Un élève aussi m'a fait remarquer aujourd'hui, parce qu'on parlait d'autre chose, mais on a évoqué l'école chic, m'a fait remarquer, bien sûr, les fleurs du mal, l'école chic. Moi-même, je lui ai opposé l'anémone et l'encolie. Bon, les fameuses fleurs maladives, finalement. Il y a tout un réseau de fleurs maladives, perverses, dangereuses, avec des aiguillons, par exemple. C'est tout le statut ambivalent de la rose chez Apollinaire, et en particulier dans les poèmes Zalou, parce qu'elle est quand même plus, l'image est plus uniforme dans l'alcool. Mais dans les poèmes Zalou et Calligramme, la rose dit autre chose. Bon, c'est pas tout à fait la même rose qu'on a d'un recueil à l'autre. Très bien. C'est pas du tout ce qui m'intéresse en fait dans ce poème. Enfin, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui me fascine plutôt moi dans ce poème? Qu'est-ce qui m'entraîne? Ben, c'est la question qu'on se posait justement avec Romane. J'y reviens. Romane me dit bon, alors il déteste ou il veut crier ou dire son amour son amour-haine à Annie Pléden. Bon, soit. Le poème est rédigé dans les très jeunes années, même antérieurement en vérité, au séjour en Allemagne. En fait, le séjour en Allemagne, où il rencontre la jeune fille Annie Pléden, qui est embauchée également dans la famille franco-allemande, sur les bords du Rhin, c'est 1904-1905, en gros, cette période-là. C'est plutôt 1903-1904 même. En fait, ce poème, on en a des traces, donc il y a une sorte de proto-poème dont on a des traces dès 1902. Donc le motif, la plainte, le ton languissant, les effets de reprise de termes, la rengaine vénéneuse, elle existe, elle remonte à 1902. Et ce poème a été repris et retravaillé jusqu'en 1912. Donc en fait, ça fait 10 ans que ce poème est en maturation. Je dis toujours aux élèves, les fameuses 6 années et demie là, de Madame Bovary, bon, pour le recueil Alcool, c'est 15 ans de maturation. Et sur ce poème-là en particulier, on a plusieurs phases de reprise et de remaniement qui nous font étaler l'écriture, la rédaction, la recorrection par le poète lui-même de son propre poème sur 10 années quand même. On a une décennie en fait de rédaction. Pour une simple fleur annuelle, c'est pas mal en fait, une décennie. Notre discussion avec Romane était donc d'un côté cette haine, mais il nous dit qu'il veut, qu'il aime encore Annie Pléden. Donc en fait, Romane a dit deux choses contraires dans son explication.
dans sa prestation orale. Et je vais lire le mail que j'ai écrit à Roman. Il dit à un autre moment donné d'ailleurs que c'est bizarre, qu'il trouve le poème bizarre. Et j'ai beaucoup aimé ce terme, évidemment. Donc je lui dis, Roman, mais dites-moi, du coup, ce poète dans l'école chic, il aime encore ou pas son Annie Pléden? Je veux dire, est-ce qu'il peut la faire revenir avec un poème pareil? Est-ce qu'il va la faire revenir, selon vous? Est-ce qu'il veut d'ailleurs la faire revenir? Plus généralement, avec un poème comme ça, la fille revient? J'élargis l'enjeu. C'est un poème d'amour, ça, ou pas? Ça marche si on dit ça comme ça à une fille? D'autant plus que Roman a dit il déverse sa haine. Et je disais à Roman, au fond, c'est bien ça le problème. Que veut Apollinaire avec un poème pareil? Que Roman caractérise, qualifie de bizarre. Et je lui dis que vous avez raison, l'adjectif bizarre, étymologiquement, vous donne raison. Bon, il y a bien, on dirait en italien, un bivio, quoi. Il y a bien là une croisée des chemins sur deux intentions qui semblent difficilement compatibles. Alors, est-ce que c'est cette incompatibilité? Est-ce que c'est ce tiraillement que raconte Apollinaire? C'est tout ça qu'il faut interroger. C'est peut-être un des aspects, effectivement, qu'il faudra reprendre dans l'explication de ce poème. Alors, reprenons un petit peu. Bien sûr qu'on peut tisser, par exemple, un réseau vaguement naturaliste, végétal, d'inspiration verlénienne, la mélancolie symboliste. Alors là, on a le pré, on a l'automne. Bon, très bien. L'automne fonde en fait la première rime. Donc, c'est pas du tout anodin cet automne. L'automne ouvre et ferme le poème. Donc, l'automne est également en milieu quasiment de poème au terme du septin. Donc, on a aussi, en termes de première strophe, l'automne qui revient. Ce qui est très frappant, c'est que justement, ils reviennent avec application cet automne. C'est la saison dominante, en fait, de ce poème, et récurrente. 3 occurrences. Et ça fonde donc la rime. La rime est très insistante, en plus, parce que en fin de poème, elle se fait, alors comme le ferait un sonnet, effectivement, elle se fait rime plate. Enfin, comme le ferait un certain sonnet. Elle se fait en rime plate. Donc on termine, en fait, on a commencé le poème sur l'automne et on termine avec la sonorité de l'automne, avec le mot, évidemment, automne, mais aussi avec cette sonorité qu'il a lui-même disséminée dans le... Je prends une image, évidemment, botanique, qu'il a disséminée dans tout le poème. Importance, donc, de l'automne. Deuxième chose, on aurait aussi, qui va dans le sens cette fois métaphorique de l'automne, c'est-à-dire d'une disparition, d'une déperdition, d'une caducité, etc., on aurait quand même une dénaturation, un départ. Alors les enfants, ils viennent, hein, évidemment. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui dénature, qu'est-ce qui renvoie à la mort, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qu'on ne retient pas? Eh bien, par exemple, la dénaturation de l'adjectif violet en violâtre. Par exemple, les préfixes privatifs, c'est vrai que dément, par exemple, autant comme on est dans l'incorporation avec empoisonne répété à la première strophe, autant au quintile et au tercé, démente et abandonne. Bon, évidemment, là, on est plutôt sur de la séparation. Très bien, très bien. On aurait une sorte d'opposition entre la vie et la mort. J'imagine que les gens vont retrouver d'un côté la beauté, la fleur, de l'autre vénéneux, hein, la jeunesse d'un côté, les filles, de l'autre les mères. Je suppose que ça doit être dit, avec les enfants d'un côté. Très bien, très bien. Bien sûr, la connotation négative qui est reprise dans... je veux dire qu'au suffixe âtre répond la, la, la modélisation mal de l'adverbe mal dans mal fleuri. Formidable. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on aurait? On a quelques passifs au milieu. Vêtu, flétri. Bon, voilà, très bien. Et là, on aurait un tableau, évidemment, un tableau de déploration, en fait, un tableau pessimiste. Sans doute. Alors, vénéneux qu'on a dès le premier vers.
s'empoisonne est répété à la première strophe. Euh, les colchiques qui en eux-mêmes portent le poison, qui sont des fleurs effectivement toxiques, apparaissent au centre du poème. Très bien, très bien. Et le V de vénéneux, on a tout un tissage aussi allitératif avec vénéneux, vache, vent, vache qui est repris bien sûr, et vêtu. Donc on a aussi un écho, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on ne se débarrasse pas, c'est le principe du poison, il s'inocule dans les veines, ici dans l'oreille en l'occurrence, et on ne s'en défait jamais, il revient toujours. Formidable, formidable. Ok, donc poème pessimiste, quoi. Alors on a tout ce qu'il faut pour bâtir tout ça. Bon, bon, bon. Ouais. Et après, bien sûr, alors on pourrait même jouer sur les mots. Bon, ça, on y viendra après parce que c'est quand même plus intéressant. Mais j'imagine cette fixité dans le présent de description, le pré est vénéneux, mais qui est aussi un présent d'énonciation à la fin. Euh, ça, c'est curieux. Bon, au contraire, ça tend à désimmobiliser le texte. Bon. Alors, le colchique, il est où? Ben, les colchiques, ils passent du sujet à l'objet. Bon, très bien. Singulier sujet, il fleurit, mais ça devient objet. Formidable. Il cueille quoi, les colchiques? Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, à l'inverse, les gens nous rappellent que l'amour, évidemment, les yeux, le blason, les yeux, les paupières, bien sûr. Ouais. Ma vie, tes yeux. C'est quand même le seul endroit où on a, dans le même vers, les deux membres du couple. Mais la vraie question, surtout, c'est dans ces cas-là, pourquoi un tel poème pour parler d'amour? Parce que, alors pour faire son intéressant, d'accord, pour être original. Mais ce poème n'aurait pas un tel impact, c'était juste un exercice de style. Et cette disparition, l'atrophie quand même des strophes successives, dont on sait qu'elle a été bien travaillée par Apollinaire, puisque il y a cet éclatement de l'alexandrin initial qui devient pas initial, mais disons deuxième, du second vers. Les vaches y paissant lentement s'empoisonnent. C'est un alexandrin. Et ça devient deux hexamètres. Donc on dissocie. Et c'est l'histoire d'un couple qui se dissocie, en fait. Ma vie pour tes yeux, bon, très bien. Alors ce qui m'intéresse aussi, et ce qui semble, voilà, ce passage, l'objet au sujet, c'est vrai que le nombre quand même de s'empoisonne, deux fois le verbe est repris avec un réfléchi, c'est intéressant. Fille de leur fille et son couleur de tes paupières. Mais moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que ce poème fonctionne aussi par glissement. Comme leur cerne et comme cet automne. Et on a des ajouts, le et puis on a surtout des comme. On en a un paquet dans ce poème. Court poème quand même, quand on réfléchit bien. 7, 5 et 3, ça fait quand même 15 vers. Et ce qui est très curieux, c'est que tout le poème est construit sur une analogie qui elle-même contient des comparaisons. Donc on a un réseau, enfin un tissage de déplacement d'images. Donc l'amour est comme un colchique, mais le colchique est comme les yeux, et les yeux est comme sont comme cet automne, et ma vie, effectivement, fonctionne comme cet automne. Donc on a en fait un déplacement de l'enjeu. Et ça, c'est quand même un aspect qui est... mais les colchiques sont comme des mers. Et si on devait faire comme en maths, monter une équation pour savoir qui est qui, en fait, dans l'histoire, qui sont les colchiques, en fait? Les colchiques égale des mères, mais les mères égale les filles. Et les filles égale tes paupières. Égale les fleurs. Mais les fleurs, on nous dit, sont comme tes yeux. Donc on a un poème vraiment où tout... Enfin, A égale A. On arrive à une tautologie, en fait. Qui semble aller dans le même sens que la répétition des termes et la reprise sans cesse, entêtante, obsédante, l'effet presque claustrophobique du poème. Donc voilà un poème qui fait mine de se réduire, mais qui en fait fait du surplace, qui en fait se préserve. Ça, c'est quand même un paradoxe. Et tout égale à tout, en fait, dans ce poème. Donc est-ce que c'est vraiment une image? Parce qu'une image, c'est quand vous passez à un autre
à une autre référence. C'est le principe de la métaphore. Elle est soit les deux à la fois, mais en tous les cas, elle propose une autre vision. Elle propose de décupler l'imaginaire. Or, ici, on ne le décuple pas. On le ferme sur lui-même, puisqu'on revient au point de départ. Les fleurs, les colchicles, tes yeux. Et on revient au point de départ, puisque le pré, les vaches, abandonnent, voilà, bon, très bien. L'automne, l'automne. Enfin, une presque équivalence, puisque le pré est devenu quand même un grand pré. Le pré est devenu ce pré. L'automne circonstance est devenu quand même l'automne agissant. Il y a quand même un jeu des 7 différences à faire aussi entre le début et la fin du poème. On n'est pas tout à fait au même point. Donc on a l'impression d'un mouvement de réduction, ou d'éloignement, ou de séparation, de dissociation. C'est plutôt en vérité un poème replié, recroquevillé, et c'est plutôt un poème circulaire. Et on a l'impression d'un poème analogique, alors qu'en fait c'est plutôt un poème en fait identitaire, puisqu'on en arrive à des équivalences, à des parfaites équivalences, et non pas à des glissements d'images. Donc en fait on ne se quitte pas. On ne se quitte pas soi-même. Et c'est bien tout le problème. C'est peut-être, en fait, on n'a jamais été aussi claustrophobique que dans un pré ouvert. Et est-ce qu'avec ça, on peut retenir la personne aimée? Ben, qu'est-ce qu'on lui dit à cette... Tout dépend, en fait, voilà comment on comprend le poème. Si effectivement c'est l'opposition entre la vie et la mort, bon, ben, dans ces cas-là, effectivement, le poème est très dissuasif et répulsif. Donc ce poème n'est pas très très stratégique pour retenir quelqu'un. Si ce poème veut faire venir la larme à l'œil, si c'est une déploration, une plainte, il s'y prend pas très bien parce que les images sont pas très poétiques. Les vaches, bon, et puis la fleur toxique, c'est pas le plus beau bouquet du monde. Donc ça, c'est pas non plus une stratégie. Retenir la jeune fille ou la jeune femme comme ça, c'est peut-être pas tout à fait l'idée. Mais je pense qu'on retient quand même quelque chose. En fait, on se retient soi dans ce poème. Et on retient peut-être ses propres mouvements lyriques. On s'empêche d'être lyrique, d'être béatement, traditionnellement acquis au lyrisme. C'est vrai que c'est un poème qui travaille à son horizontalisation, quoi. On ne décolle pas dans ce poème. On reste sur un plan très très horizontal et même confirmé, et même désamorcé, c'est-à-dire neutralisé. Là où il y avait encore une petite chance, ça devient mal fleuri par l'automne. C'est vrai qu'on est d'autant plus dans le passif, d'autant plus connoté négativement. Et de l'harmonica et du fracas, on est passé effectivement à un amoindrissement du son. Mais peut-être qu'on n'y perd pas, justement. Peut-être qu'on y gagne aussi sa permanence. Et la simple circonstance saisonnière, en automne, le complément circonstanciel de temps qui devient par l'automne, qui devient un partenaire avec lequel il faut compter, et un partenaire qui a le dessus. Les circonstances, effectivement, agissent dans ce poème. Le complément circonstanciel de temps, lui, a été intensifié puisqu'il n'est plus en automne, mais le seul complément circonstanciel de temps qu'on trouve dans le dernier vers, c'est toujours, en revanche. C'est pour toujours. Qui fait écho, évidemment, toujours, bon, l'autre... je regardais... pas d'écho, pardon, là-dessus. Alors, est-ce qu'avec ça, on la retient? C'est la question que je me pose avec Romane. Est-ce qu'il veut vraiment retenir la jeune femme? Est-ce qu'il est vraiment question d'elle, en fait? Parce qu'on n'a aucun portrait. Il n'en est plus question, en fait, dans le dernier tercet. Dans le tertier plutôt conclusif. C'est plus le problème, en fait. On s'arrête avec la jeune fille dans tes paupières, qui elles-mêmes sont relayées par les fleurs et le vent. Donc l'amour n'est qu'un détour, n'est qu'un moment de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec ce monde-là. Je suis même pas sûre, et c'est en ça que le poème, il est pas bizarre, il est trisard, quoi, disons. C'est pas l'amour contre la mort, c'est l'amour, la mort ou la vie. Alors s'il faut vivre dans ces cas-là, effectivement, il faut accepter ces circonstances-là. C'est attesté, hein, quand même, par Lentes et Meuglan, les vaches s'abandonnent pour toujours. Ce grand pré est mal fleuri par l'automne.
Le monde est quand même devenu très normal en fin de poème, puisque le sujet redevient un être humain, puisque les vaches, effectivement, se retrouvent dans un pré. C'est presque la strophe la plus littérale du poème. Après un réseau d'images où tout entraînait tout, on est revenu enfin à un poème bucolique en fin de poème. C'est un petit apprentissage, ce poème aussi. Parce que le fait qu'il y ait moins de fleurs en automne, c'est normal pour une fois. Le fait que les vaches aient fini leur pâturage, c'est normal en automne. Que les vaches soient meuglantes et se traînent et soient lentes, c'est normal. Que le gardien du troupeau chante, c'est normal. Que ce soit lui qui chante. Alors qu'une strophe plus haut, les sujets étaient des colchiques, les paupières battaient, donc on avait des personnifications, les fleurs battaient, et les humains étaient avec les enfants, mais très vite relayés en fait. Et les colchiques, on avait cette aberration, mais qui correspond à une réalité botanique, à savoir effectivement que les colchiques fleurissent en automne et en fait font des demi-saisons et, et que les nouvelles colchiques naissent en fait de fleurs d'automne, ce qui n'est pas tout à fait normal. Donc les filles de leur fille, les filles de leur mère, bon, on a un cycle végétal qui est curieux chez les colchiques. Et on avait aussi évidemment des incohérences vénéneuses mais jolies. Bon, les aberrations de la première strophe, les glissements ou les illogismes avec les personnifications de la deuxième strophe sont redevenus normales et il y a une normalisation en fait de la circonstance en troisième strophe. Ça, c'est très frappant quand même. Et le dernier vers est effectivement, on a retrouvé l'alexandrin. Donc ce poème nous parle-t-il vraiment d'un amour perdu ou d'une nature effectivement décevante ou au contraire d'une poésie retrouvée et d'une réconciliation avec un monde difficile? Est-il fait pour retenir Annie, ou appelons-la comme on veut à cette époque-là, en début de recueil, là, Annie si on veut, est-il fait pour retenir la jeune fille dont on n'a que quelques bribes sous forme de blason, enfin en tout cas très convenues, hein, les paupières, les yeux? C'est surtout le poète en fait qui se retient dans ce monde-là, qui s'ancre dans la localisation du pré, du monde. Euh, les fleurs redeviennent enfin des éléments qui peuplent un pré. Ça redevient normal tout ça. Alors, c'est une sorte voilà, de cauchemar éveillé et de conjuration, effectivement. C'est un suicide réussi, ce poème. Euh, on s'est empoisonné et finalement, on peut enfin faire la paix avec le monde une fois qu'on a admis l'empoisonnement. C'est pour ça que je dis que c'est un suicide réussi. On a tué la poésie traditionnelle, soi-disant, pour mieux y revenir, et on s'est enfoncé dans le poison pour mieux demeurer, pour mieux rester au monde, en l'admettant, tout simplement. C'est une belle initiation, ce poème. Voilà une explication qui n'a rien à voir avec celle que j'ai mise en ligne. Voilà, on a plusieurs visions possibles.